Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Alors que les attentats se multiplient en Irak, dimanche, au moins 37 personnes ont été tuées dans une attaque suicide contre un barrage routier au sud de Bagdad. Eh bien, le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki accuse le Qatar et l'Arabie saoudite de soutenir le terrorisme. C'était sur l'antenne de France 24. Ces accusations sont irresponsables, c'est ce qu'affirme ce soir l'agence officielle saoudienne. Alors, y a-t-il aujourd'hui des preuves du soutien de Riyad et de Doha aux terroristes? La région est-elle menacée par un affrontement sunnite-chiite? L'occasion également de nous arrêter sur les rivalités qui opposent le Qatar et l'Arabie saoudite. On en parle ce soir avec vous, Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, vice-présidente du groupe d'amitié France-Pays du Golfe. Roland Jacquard, bonsoir, président de l'Observatoire du terrorisme. Avec nous, Karim Sader, bonsoir, politologue, consultant sur les pays du Golfe et auteur de Géopolitique des États du Golfe. C'est à paraître aux éditions Argos. Et puis avec nous, Marc Perelman. Marc, vous avez rencontré le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. Il vous a accordé une interview exclusive. C'était samedi. Nouri al-Maliki qui accuse donc Doha et Riyad de soutenir le terrorisme. On écoute tout de suite Nouri al-Maliki et on en parle ensuite ensemble. Je les accuse d'inciter et d'encourager ces mouvements terroristes. Je les accuse de les soutenir politiquement et médiatiquement, de les soutenir avec de l'argent et d'acheter des armes pour elles. Et je les accuse de mener une guerre déclarée contre le gouvernement irakien. Je les accuse également d'héberger des responsables d'Al-Qaïda. Marc Perelman, vous êtes l'un des rares journalistes occidentaux à avoir rencontré récemment Nouri al-Maliki. Comment vous est apparu le Premier ministre irakien à 2 mois de législatives? Très déterminé, visiblement, et en lançant ces accusations très directes, très violentes, diront certains, contre l'Arabie saoudite et le Qatar. Clairement, on sent que les élections sont à l'horizon. Il n'y a pas que les élections, parce qu'on est dans un contexte régional très troublé. Mes questions étaient au départ portées sur la guerre en Syrie et l'impact qu'elles ont en Irak, notamment dans l'ouest du pays, dans la province d'Anbar, où il y a des affrontements très violents, mais aussi à Bagdad, où il y a des attentats quasi quotidiens. Pendant notre séjour, il y a eu un nombre très élevé d'attentats, de voitures piégées à Bagdad même, et pas seulement dans cette région de l'Ouest. Mais le Premier ministre a tenu à accuser directement le Qatar et l'Arabie saoudite. Et c'est nouveau parce qu'il avait parlé de puissances étrangères qui manipulaient, qui agissaient non seulement en Syrie et en Irak sans les nommer. Là, il les a nommés sans détour. Mais pourquoi cette sortie aujourd'hui, précisément, sur le Qatar et l'Arabie saoudite? D'abord, sans doute parce qu'il y avait des informations en possession des autorités irakiennes qui montreraient l'intervention directe du Qatar et de l'Arabie saoudite en Irak, mais aussi parce qu'il y a ces élections. Et ces élections sont très importantes parce que c'est les premières élections depuis le retrait des troupes américaines. Donc c'est les premières élections sans tuteur américain, entre guillemets, et que Nouri al-Maliki, clairement, espère les gagner. Et il y a sans doute un calcul de sa part qui est d'essayer de rallier les chiites, je parle de façon un petit peu globale et peut-être un petit peu caricaturale, mais de rallier les chiites en disant, attention, le Qatar et l'Arabie saoudite, sous-entendu les sunnites de l'extérieur, essayent de diviser le pays. Il faut se rallier autour du drapeau, et le drapeau irakien, c'est moi. Est-ce que ça peut dégénérer, on en parlera dans ce débat, mais au niveau régional, dans cet affrontement sunnite-chiite? Cet affrontement est déjà là en Syrie, clairement. Et c'est vrai que le Premier ministre nous a par ailleurs parlé de l'infiltration d'armes et de djihadistes, entre guillemets, depuis la Syrie, de gens qui viennent de France, de Belgique, des armes qui viennent de France, des États-Unis, de Libye. Il dit, pour nous, la guerre, elle est déjà là. Elle est déjà sur notre territoire, mais il est évident que ça peut dégénérer entre Bagdad et Riyad, et entre Bagdad et Doha. On a vu la réaction de l'Arabie saoudite qui dit que ce sont des accusations irresponsables. Ça peut dégénérer, en tout cas, en crise diplomatique. Je ne parlerai pas de guerre ouverte, mais c'est vrai que le Premier ministre a utilisé à plusieurs reprises l'expression guerre en disant le Qatar et l'Arabie saoudite ont déclaré la guerre
à l'Irak. Une dernière question, Marc, parce que c'est la question d'un internaute qui demande est-ce qu'il a des preuves, le Premier ministre Al-Maliki? Vous dites peut-être des documents En tout cas, qu'est-ce qu'il vous a dit il n'a pas présenté d'éléments de preuve. Il a dit sachez que ce que je dis, en gros, est quelque chose de réfléchi. C'est un interview qui a été assez long et il ne l'a pas dit une seule fois. Enfin, ces accusations n'ont pas été portées une seule fois, mais 3, 4, 5 fois au cours de l'entretien et dans les heures qui précèdent. J'ai eu des discussions avec son entourage. On ne m'a pas fourni de preuves, mais en tout cas, il y avait clairement une volonté, il y a clairement une volonté de Nouri Al-Maliki de sortir du bois, entre guillemets, et de dire voilà, carte sur table, voilà les accusations que nous portons. Peut-être que les preuves de ces accusations viendront, ou peut-être pas. Merci beaucoup Marc Perelman, et on peut revoir cette interview exclusive que vous avez faite à Bagdad du Premier ministre irakien Nouri Al-Maliki sur le site de France 24. Merci beaucoup Marc. Va vous rejoindre à votre place Karim Pakzad, il est chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Karim Sader, est-ce qu'il a raison, le Premier ministre irakien, lorsqu'il dit que Riyad et Doha soutiennent le terrorisme? Est-ce qu'il a raison? Avant toute chose, je voudrais dire d'abord que vous avez eu tout à fait raison de souligner la teneur électoraliste du discours de Nouri Al-Maliki, parce qu'il faut quand même souligner une chose importante. Le responsable, en grande partie, de la situation actuelle que connaît l'Irak, c'est-à-dire la résurgence à l'ouest du pays sunnite de l'État islamique d'Irak, devenu État islamique d'Irak et du Levant, c'est Nouri Al-Maliki qui en est responsable. Pourquoi? Parce qu'il a contribué à la marginalisation de la communauté sunnite en Irak, et donc au retour, en quelque sorte, de la carte djihadiste. Il ne faut pas oublier également que les milices Al-Sahwa, qui étaient donc ces anciens djihadistes sunnites, qui avaient été réintégrés les forces de sécurité irakiennes, Nouri Al-Maliki n'a pas honoré ses engagements envers eux. Donc, quelque part, il est responsable de cette situation actuelle, et j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train de faire une stratégie similaire à celle d'Assad, c'est-à-dire masquer la contestation légitime des provinces de l'Ouest sunnite qui pâtissent de carences immenses en termes d'infrastructures, d'accès à l'eau, à l'électricité, etc., en transformant tout cela en un foyer terroriste qui est le meilleur moyen de répliquer par la force et donc, quelque part, d'intervenir militairement dans ce corridor stratégique qui lie l'Irak à la Syrie, et quelque part, il ne faut pas oublier que Nouri Al-Maliki est lié à l'Iran. Donc là, vous pointez du doigt la responsabilité de Nouri Al-Maliki, donc il ne prend pas en compte donc, cette minorité sunnite, qu'on dit qui est une minorité laissée pour compte en Irak, mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que ces djihadistes sunnites qui opèrent notamment à Ramadi aujourd'hui, à Fallujah, est-ce qu'ils sont financés, soutenus par l'Arabie Saoudite et le Qatar? Loin de moi l'intention de défendre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il y a bien sûr des liens. Il existe des liens de soutien de la part de l'Arabie Saoudite et du Qatar vers des mouvances djihadistes ou armées de toutes sortes. Mais tout cela, on ne peut pas mettre tout ça sur le même paquet. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vient de classer comme mouvement terroriste les frères musulmans, mais également Al-Nusra et l'État islamique d'Irak. Et le dossier syrien vient d'être retiré de Bandar Ben Sultan, qui était le monsieur sécurité de l'Arabie Saoudite et qui soutenait les djihadistes, effectivement, à Mohammed Ben Naïef, qui est le ministre de l'Intérieur et qui est réputé, qui a fait ses armes comme le monsieur antiterroriste. Je pense que l'Arabie Saoudite n'a pas intérêt aujourd'hui à jouer la carte de l'islamisme, du djihadisme, pas parce que c'est des gentils, mais parce que c'est une carte qui va se retourner. Je dis qu'ils sont en train de rectifier le tir et de modérer leur position. Ils ont soutenu. Et ils ne soutiennent peut-être moins aujourd'hui. Avec le Qatar, dont on va peut-être parler tout à l'heure. Roland Jacquard, est-ce que l'Arabie Saoudite soutient militairement, financièrement le terrorisme à travers le monde, comme le dit le Premier ministre irakien? Soutenir militairement, c'est un mot trop fort, parce qu'il n'y a pas les services militaires ou de renseignement saoudiens ne livrent pas de caisses d'armement aux mouvements salafistes qui combattent, mais jusque, disons, à peu près en avril de l'année dernière, il y avait Al-Qaïda Irak, qui s'est transformé ensuite. Al-Qaïda Irak était quand même financé en grande partie par des gens qui étaient quand même pro-saoudiens ou pro-qataris. Et je pense que le Premier ministre irakien, il a passé de l'eau sous les ponts depuis, si je puis dire, parce que l'Arabie Saoudite, entre-temps, elle s'est désolidarisée d'un certain nombre de mouvements, elle en soutient d'autres.
Mais je pense que le Premier ministre irakien fait un petit peu une confusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il veut dire qu'ils soutiennent. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a des combattants djihadistes qui sont en Syrie, qui passent en Irak. Évidemment, ils passent des fois en Irak et leur armement. Et comme l'armement de nombreux militants salafistes en Syrie est financé par le Qatar et l'Arabie saoudite, donc la conclusion, c'est que ces deux pays financent le terrorisme en Irak. Le chef actuel de l'État islamique d'Iran et du Levant, Abu al-Baghdadi, qui est recherché aujourd'hui. Le FBI, pour vous dire l'importance de ce chef terroriste, c'est que le FBI a mis $10 millions sur sa tête, c'est-à-dire c'était presque l'équivalent de Ben Laden. Il regroupe aujourd'hui à peu près 12 000 hommes. Il y a des camps d'entraînement qui se trouvent en partie dans la région de Mossoul. Qui le finance? Et alors là, le financement provient moins de l'Arabie saoudite peut-être que du Qatar, où il y a un certain nombre d'éléments... C'est le Qatar que vous pointez du doigt, en fait. Je crois que le Qatar me semble plus impliqué que l'Arabie saoudite. Nathalie Goulet, le Qatar est plus impliqué que l'Arabie saoudite? Écoutez, manifestement, il est mis au banc de ses voisins, puisque... je voudrais quand même souligner qu'on assiste ces jours-ci à une crise diplomatique majeure et totalement inédite dans les pays du Golfe. Je sais bien que le monde entier a les yeux tournés vers Kiev, mais le reste du monde continue à tourner aussi. Et ce qui est en train de se passer dans les pays du Golfe me semble extrêmement important, puisque 3 pays ont retiré leur ambassadeur du Qatar. C'est absolument Bahreïn, inédit. Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite. Absolument, au motif précisément de ces liens avec les frères musulmans notamment. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait très longtemps qu'il y a des présomptions et que même si on n'attaque pas directement un État ami, chacun sait les liens qu'ont le Qatar et la France, l'Arabie saoudite et la France. Il est parfaitement évident qu'il y a des liens forts avec le terrorisme. Et tout ça est à mettre en perspective dans la région. Vous êtes dans ce groupe d'amitié France-Pays du Golfe. Vous dites, il y a toujours eu ce soupçon quand même de financement de l'Arabie saoudite. Karim Sader le disait tout à l'heure. Il disait peut-être que aujourd'hui l'Arabie saoudite rétropédale, mais un temps, elle a soutenu le terrorisme. J'ai entendu la même chose dans la bouche de Roland Jacquard. Est-ce que vous êtes une politique, vous êtes dans ce groupe d'amitié France-Pays du Golfe, est-ce que vous dites quand même à notre partenaire saoudien, c'est vrai qu'on fait des affaires avec eux, et de temps en temps on fait de belles affaires, surtout en ce moment, mais est-ce que vous leur dites, attention, là non, on ne valide pas Alors, si vous voulez, la diplomatie parlementaire, ça a cet avantage qu'on n'est pas tenu par les mêmes mesures que le gouvernement. Mais on leur dit attention à vos salariés sur les champs du mondial, on leur dit attention au terrorisme, attention au financement de ce que vous faites dans nos banlieues. Nous ne partageons pas du tout, et pas forcément non plus, les positions du gouvernement là-dessus. Nous avons tout à fait notre libre arbitre. Mais encore une fois, moi je voudrais ramener ça au niveau régional, et je pense que toute cette crise est aussi à mettre en perspective avec l'ouverture et le réchauffement des relations avec l'Iran. Je pense que tout ça est à mettre en perspective parce que le pays qui a le plus à perdre avec la levée des sanctions et l'ouverture de l'Iran, c'est l'Arabie saoudite. Et je pense que tout ça est infiniment lié. Karim Pakzad. Oui. C'est lié justement à ce que dit Nathalie Goulet. En effet, aujourd'hui, les Occidentaux discutent, enfin les grandes puissances, il n'y a pas que les Occidentaux, il y a aussi la Russie, discutent d'un accord global sur le nucléaire iranien. L'Iran qui revient donc dans le jeu diplomatique. Est-ce que c'est un concurrent direct justement pour l'Arabie saoudite? Je crois que ce dernier point, c'est le point crucial autour duquel toute la crise actuelle en Irak, on peut le comprendre. Mais avant ça, un tout petit point en ce qui concerne cette interview de Maliki. C'est vrai que cette interview, c'est une première parce qu'il a donné à une grande chaîne de télévision occidentale et de surcroît une chaîne qui est regardée dans la région. Donc il s'adresse à l'opinion occidentale, à l'opinion mondiale. Mais cette histoire d'accusation portée contre l'Arabie saoudite c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, pas du tout. En 2012. Mais alors pourquoi il le fait? Pardonnez-moi, mais je vous arrête là-dessus. Vous le dites, il le fait à une chaîne occidentale, en l'occurrence France 24, qui en effet regardée dans la région. Oui. Alors pourquoi? Quel est le message envoyé si vous dites que ce n'est pas nouveau finalement? Donc je reviens au point où Madame Sénatrice a fait allusion, c'est qu'on assiste à un bouleversement dans la région.
les Américains essayent de se retirer, mais en même temps, il ne faut pas laisser la région dans une insécurité totale. Alors, quel est le pays qui pourrait éventuellement, si la situation devient plus normale, jouer son rôle d'assurer la sécurité aussi bien au Liban, en Syrie, en Irak? Évidemment, c'est l'Iran. L'Arabie saoudite, c'est un pays extrêmement riche, mais ce n'est pas une grande puissance. Hein, ce n'est pas une grande puissance. La seule puissance, après la situation catastrophique mais comme vous de dites, l'Égypte, c'est pas une grande puissance. Nous, l'Iran. de l'extérieur, on a quand même le sentiment que l'Arabie saoudite est une grande puissance, en tout cas une grande puissance pétrolière, Oui, premier Oui, producteur au monde riche, de pétrole. Fragile. Mais c'est Très fragile, parce que donc il faut vraiment tout faire à l'Arabie saoudite pour jouer le rôle d'une grande puissance. Mais aujourd'hui, l'Iran vraiment revient dans le jeu international et l'Arabie saoudite essaye avec tous les moyens, y compris les déclarations sur la reconnaissance. Je voudrais juste clarifier la position de l'Arabie saoudite, c'est très important. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite, qu'est-ce qu'elle fait vis-à-vis du Qatar, justement, où elle tape sur les doigts? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à ressouder les rangs, à discipliner cette péninsule arabique, donc à restaurer son leadership d'abord à la maison, c'est-à-dire la péninsule arabique dont elle occupe 80% du territoire et dont sa légitimité a été maintes fois contestée. Donc déjà, sa fragilité, elle est là. L'impuissance saoudienne dans le Golfe, ça fait 20 ans que ça dure. Ensuite, l'Arabie saoudite de l'intérieur, c'est une gérontocratie qui voit de vieux rois à la santé fragile se succéder et qui a une jeunesse qui est prête à exploser en termes de révolte et en termes de contestation sociale. Ce qui fait peur aujourd'hui à l'Arabie saoudite, ce n'est pas seulement l'Iran, c'est également les frères musulmans. Et donc, il faut d'abord faire un ménage à l'intérieur. La situation à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a cette double menace qui pèse sur l'Arabie saoudite. L'Iran, en quelque sorte réhabilité, remis à sa place dans l'ordre international ou régional. Et puis, la contestation intérieure qui viendrait justement de l'islamisme avec les frères musulmans. Et c'est pour ça que je dis que Nouri el-Maliki exagère dans ses accusations, parce que l'Arabie saoudite aujourd'hui a tout intérêt à modérer sa position et à bien verrouiller tout ce qui est islamisme. Roland Jacquard, sur l'Arabie saoudite, quand même, pour revenir sur ces soupçons de terrorisme, on rappelle quand même qu'au moment des attentats du 11 septembre, la plupart des kamikazes venaient d'Arabie saoudite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Al-Qaïda et a encore sa base, son terreau en Arabie saoudite? Alors je rappellerai qu'Al-Qaïda, aujourd'hui, est dirigé par l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, que lui-même n'a pas voulu qu'il y ait cette alliance en Irak. Il est contre l'État islamique du Levant. Il est contre parce que ce n'est pas sous son autorité. Je rappellerai quand même une chose importante. Là, moi, j'ai fait une enquête avec Atman Tazagart. On va sortir un livre qui s'appelle... Qui d'ailleurs est notre confrère à France 24. On a réussi à obtenir des documents qui ont été trouvés dans la maison de Ben Laden, où Ben Laden a été tué. On a récupéré un certain nombre de documents qu'on a fait traduire. Et on a eu des documents assez forts qui montrent que, quelque temps avant l'attaque du 11 septembre, ce sont des oulémas saoudiens qui ont légitimé auprès de Ben Laden cette attaque. Donc c'est un élément très fort, parce que à partir du moment où vous avez des oulémas qui légitiment une opération de ce genre, ça devient une arme de destruction massive, ce qui s'est passé après avec l'attentat du 11 septembre. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que le dit le Premier ministre irakien ? Il met en cause également un certain nombre d'imams comme Al-Qardawi, qui se trouve au Qatar, et qui joue un rôle assez important, parce que nous, ça peut nous paraître rien du tout, ce genre de Il fait des prêches sur la chaîne Qatari Al Jazeera, on dit à nos téléspectateurs. Ça joue beaucoup sur le recrutement, sur le mental, sur la création de cellules de guerre entre chiites et sunnites. Et puis d'autre part, il y a un autre élément que je voudrais ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr, l'Iran joue un grand rôle, le repositionnement de l'Iran, mais il y a aussi la situation à côté en Syrie, et l'Irak ne veut absolument pas d'une Syrie qui passerait entre les mains d'un certain nombre de salafistes, parce que ça créerait un éclatement de l'Irak par la suite. Et autre élément important économique, c'est la composante pétrole. Parce que si l'Irak revient
dans le jeu. Elle est le game gambler, c'est-à-dire elle est le nouveau patron quasiment du pétrole. Et l'Arabie Saoudite, elle n'a pas du tout envie de perdre sa place au profit de l'Irak. On va en parler. On va en parler. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres. Et je vous donne la parole, Nathalie Goulet, tout de suite dès la seconde partie de notre débat. Je voudrais qu'on parle d'un éventuel affrontement entre sunnites et chiites dans la région. Est-ce que ce risque est réel aujourd'hui? Voilà la question que je vous poserai dans la seconde partie du débat. À tout de suite.